Ah oui, absolument, nous aurons le temps d'en parler, hein, notamment avec un acteur, je dois dire, de cette catégorie sociale-là, installé déjà sur ce plateau, David Obosoum. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Bienvenue sur Actu Matin. Merci, c'est moi. Vous êtes handicapé visuel, ça peut se voir. Vous êtes président de l'ONG Egbenyon. Egbenyon, c'est quoi? Egbenyon, c'est une organisation non gouvernementale qui a son siège dans le Mono et qui défend les droits des personnes handicapées en République du Bénin. C'est ça. Nous avons plusieurs activités que nous menons en notre sein. Et cette organisation regroupe des personnes handicapées visuelles, y compris les personnes non handicapées. C'est une inclusion que cette organisation propose. C'est ça. Merci. En tout cas, on va en parler de long en large tout à l'heure, voir un peu comment est-ce que les personnes avec un handicap s'organisent et comment est-ce qu'elles analysent et accueillent justement la prise de ces tests-là qui avantage et favorise un peu cette catégorie sociale. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté de discuter avec nous ce matin, David Obosoum. En face de vous, vous avez les traditionnels débatteurs par ici. Eric Kogaba, qu'on ne présente plus avec ses chapeaux. Bonjour. Eric Guédélo, bonjour. Bonjour Tanguy. Alors, on va parler des personnes vivant avec un handicap. J'ai l'impression que c'est la messe. Depuis, ma foi, 3 jours. Tout le monde est content. À commencer par les personnes vivant avec un handicap. Comme si déjà, ils sont devenus milliardaires, millionnaires ou je ne sais pas trop quoi. Aussi désormais, ils ont tous un boulot. Notre invité de ce matin, détenteur d'un diplôme universitaire, qui toujours n'a pas un emploi et s'en plaint. En quoi est-ce que ce qui a été fait ou ce qui a été dessiné est déjà la fin du monde, Eric? Non, c'est peut-être même un début, justement, qu'il faut saluer en termes de volonté du gouvernement. Un État qui se construit et qui se montre responsable de l'ensemble de ses citoyens est à saluer. Et pendant longtemps, nous sommes restés un peu silencieux, mais parfois un peu complices de la façon dont les personnes handicapées, véritablement, vivaient dans notre société. Parfois avec une indifférence, parfois avec très peu d'action envers eux. Alors aujourd'hui, le gouvernement a dit ok, d'accord, on a arrêté ça. À travers les mesures d'application, un peu comme l'a relevé Franck dans son commentaire, on comprend maintenant qu'il y a un certain nombre de mesures qui ont été prises pour davantage favoriser l'épanouissement de ces personnes. Alors, après, l'État a joué son rôle. Je pense que c'est de la responsabilité de chacun, n'est-ce pas, de pouvoir voir les choses autrement. Il nous faut arrêter de voir les personnes handicapées comme des personnes faibles, comme des personnes sur qui on ne peut pas véritablement compter. Parce que la mise en application de ces mesures passera par des hommes. Et il faut s'assurer qu'à chaque étape de la mise en application de ces mesures, que ces individus puissent voir les personnes handicapées comme leurs semblables. Parce que le chef de l'État ne pourra pas descendre dans chaque administration, ne pourra pas descendre dans chaque structure. De ces tests et demandons-nous ce que ça change à la vie des personnes que cela cible, Loric. Il faut déjà dire que c'est, disons, un grand soulagement parce que c'est une injustice qui a été réparée et une loi votée depuis 2017 et qui est restée dans les couloirs pendant longtemps. Aujourd'hui, on peut dire que les décrets d'application ainsi pris apportent une plus-value parce que sans ces décrets, la loi restera toujours caduque. L'autre aspect, c'est que aujourd'hui, on constate que ce n'est pas simplement une loi. On voit que ça demande beaucoup plus l'implication, la promotion et l'accompagnement de ces personnes qui sont pendant longtemps délaissées, oubliées, abandonnées dans tous les compartiments de la société. Parce que vous voyez, avec les décrets, on parle beaucoup plus d'emploi, on parle de santé, on parle de vie sociale, on parle de tout. Et c'est justement ce qu'il fallait. Aujourd'hui, quand vous regardez déjà le côté le côté employabilité, le gouvernement permet, à travers les décrets pris, de donner une majoration de 5 ans d'âge par rapport à tout concours éventuel. Et de donner également un quota sur la totalité de l'effectif à prendre. Un quota de 5% sur la totalité à prendre. Moi, je pense que c'est déjà un avantage. Il vaut mieux être handicapé au Bénin. Non.
C'est-à-dire, ce n'est pas une joie quand même, mais quand même, Oui, il faut donner. Ils ont pendant longtemps été lésés, ils ont pendant longtemps été marginalisés. Il faut qu'on ait le courage de le dire, parce que à quoi ça sert? Quand j'ai écouté par exemple Bienvenu Boni, qui est également un non-voyant, un docteur non-voyant, qui a dit, il a posé une question assez importante. À quoi ça sert d'éduquer une personne handicapée sans pouvoir lui offrir un emploi décent? C'est une question sérieuse, une question pertinente. Et effectivement, cela appelle notre humanité, notre humanisme, et c'est la décence même que nous sommes en train de mettre en place ici. Parce que déjà, nous parlons de l'employabilité, il n'y a pas que l'employabilité, il y a beaucoup d'autres aspects. Vous imaginez que Franck, pour le transport, par exemple. Regardez, on va analyser un peu les avantages faits tout à l'heure. On va les mesurer tout à l'heure. Mais constatons déjà qu'est-ce que ça peut améliorer dans, je dois dire, le quotidien des personnes vivant avec un handicap. Franck, vous l'aviez dit, c'est les tests et c'est des tests. Et ça ne s'arrête qu'à des tests. Que des tests face à des hommes. Oui, des tests, d'accord. Mais ces tests ont été pris. Il y a quelques mois, on n'était pas à cette étape-là de la lutte. Aujourd'hui, les tests ont été pris et nous sommes sûrs que, eh bien, il y a des mesures qui sont définies et connues de tous. Alors, ce que cela peut changer dans la vie de ces citoyens, c'est d'abord, disons, un réconfort psychologique. Déjà, quand vous portez un handicap au Bénin, vous êtes malvoyant, l'ami d'à côté ne va pas me démentir, vous êtes marginalisé, on vous lance pratiquement des injures. Vous voyez des gens qui sont handicapés moteurs, dans toutes les difficultés. C'est quand même curieux, comme vous le dites, au Bénin. Sinon, en Afrique, on connaît notre solidarité légendaire. On connaît combien on se donne le coude, on se donne la main pour pouvoir quand même soutenir les charges parfois difficiles de nos amis, mais avec les personnes handicapées, est-ce que vous voyez véritablement cette solidarité? Il y a des gens qui n'ont pas pitié des personnes handicapées, qui traversent par exemple la voie et qui foncent tout droit sur eux, qui ne s'arrêtent pas, qui ne freinent pas. Moi, j'en ai vu plusieurs fois dans la circulation et qui ne leur portent même pas assistance lorsqu'on les voit avec leur canne en train de rechercher une issue pour traverser. Il y a beaucoup de choses qui se faisaient. Si nous étions, malheureusement, ce n'est pas des situations à souhaiter, si nous étions dans leur cas, on aurait vu que, eh bien, ils vivaient pratiquement griffe l'enfer. Aujourd'hui, c'est une libération. Alors, et David, je fais la question, hein. Ce n'est que les tests et vous bondissez de joie. Merci, monsieur le journaliste. Tout d'abord, un ouf de soulagement. En quoi? En quoi? Parce que depuis 2007, depuis 2017, une loi qui a été prise et qui est restée dans les tiroirs pendant 6 ans. Aujourd'hui, le 21 juillet dernier, c'était un mercredi blanc et non un mercredi noir. On peut se frotter les mains d'abord. Parce que ce décret peut aujourd'hui changer quelque chose. Même si il y a quand même des bémols autour de cela. On parlera parce que le regard d'ailleurs sur les personnes handicapées peut commencer par changer. Peut commencer par changer. À cause des tests? Bien sûr. Peut commencer par changer. Tout à l'heure, vous avez posé une question. D'autres peuvent dire, si j'étais aussi handicapé. Parce que les tests demeurent les tests, malgré que c'est les hommes qui vont les mettre en application. Mais malgré la volonté de notre chef d'État, président Talon, dans notre sous-région aujourd'hui, le Bénin est devenu une référence. C'est ça. Constatons déjà les avantages. Sinon, est-ce qu'il ne faut pas appeler ça avantage? En tout cas, les conditions que les tests font désormais aux personnes handicapées afin de leur permettre une certaine adaptabilité sociale. Vous avez commencé à l'évoquer. Ouais. Il y a un adage chez nous qui dit « un tien vaut mieux que deux tu l'auras ». D'accord? Et on peut toujours dire que ce qui est fait aujourd'hui n'est peut-être pas fait à l'échelle grandiose, grandiloquente, de sorte à ce qu'on dise « oui, actuellement, les personnes handicapées sont tellement très heureuses, très en grand confort ». Mais déjà, je l'énumérais tout à l'heure en parlant déjà de l'employabilité. Ça, c'était le premier pan, parce que dans l'employabilité aujourd'hui, il y a une majoration d'âge. Par exemple, si déjà on donne un certain âge,
il y a une majoration de 5 ans qu'on accorde aux pourquoi est-ce personnes que cela handicapées. tient compte pour se fixer, justement? Pourquoi est-ce que... Bon, Il y a beaucoup d'aspects, surtout des aspects psychologiques, psychotechniques. Vous savez, l'enfant qui jouit pratiquement de tous ses sens a priori, a une facilité pour vite aller à l'école. De l'autre côté, c'est l'autre enfant qui n'a pas les mêmes, ou bien qui souffre d'une certaine déficience, n'a pas les mêmes aptitudes pour vite capter les mêmes notions. Ce qui veut dire qu'il peut y avoir un écart d'âge pour avoir les mêmes diplômes. Aujourd'hui, l'État est en train de régulariser, est en train de corriger cette injustice sociale-là. Donc déjà, ça permet à la personne handicapée de pouvoir jouir pratiquement des mêmes droits que les autres candidats avec lesquels il doit plancher. L'autre aspect aussi, c'est le quota. Le quota de 5% qu'on donne également. Ce quota, ce n'est pas mal, une quota pour l'effectif. Ce n'est pas mal parce que là, ça permet également de dire, pour chaque recrutement, si ce n'est pas pour les métiers qui exigent une certaine aptitude physique ou extrasensorielle et tout ça, on sait au moins que dans chaque recrutement, on aura quand même ce quota de personnes handicapées. Il y a toujours un problème qui se pose. Je sais, déjà, c'est un avantage. Alors, on peut dire que ça ne suffit pas, mais c'est une value. Tout à l'heure, les personnes vivant avec un handicap parfois peuvent présenter quelques retards en matière donc de scolarisation et autres, mais ils sont pas toujours, ils écrivent pas exactement les mêmes langues que nous, je dois dire. Et du coup, quand on leur fait cet avantage-là, alors que le concours qu'il doit passer est en français par exemple, comment est-ce que ça peut se rattraper cet écart? Comment peut s'appliquer ce test-là justement? Mais c'est la juste normalité. Vous savez déjà que de partout, même d'ailleurs pour les conditions d'auditeurs de justice, vous constatez qu'il y a également des personnes handicapées qui participent. Il y a des modules qui se font. Et ces modules-là leur permettent de participer à ces concours. Donc déjà, il y a un avantage à ce niveau. Donc, il y a toujours le mécanisme qu'il faut. Et comme il y a un comité interministériel qui a été mis en place, ce comité va travailler pour pouvoir trouver le juste milieu. Oui. Je pense que le mécanisme est mis en place pour assurer la mise en application de cette loi et surtout sur la base des décrets qui ont été pris. Comme je l'ai dit, le gros problème aujourd'hui, ce n'est pas ces tests-là qui ont été pris. Vous l'évoquiez tantôt, mais c'est ce que les Béninois vont en faire. Parce que ces personnes ont souffert pendant des années. Vous avez vu, lorsqu'on a parlé de l'augmentation des salaires dans ce pays, dans le privé, qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Est-ce que tous les privés ont respecté cette loi qui est pour la République? Ne m'arrachez pas un sourire ce matin. Alors, lorsque vous prenez cet exemple-là, il y a beaucoup d'autres exemples, des lois qui sont bien, avec des mécanismes bien ficelés, mais à l'arrivée, on se rend compte que le Béninois contourne toujours. Nous sommes malveillants. Et ne soyez pas surpris que ces personnes, quelques mois après, qui sont en train de sourire aujourd'hui, commencent par se plaindre de ce serait vraiment... Oui. David, de tous les avantages faits, de toutes les conditions faites, laquelle vous semble, je dois dire, la plus juste, la plus normale, la plus attendue de vous, personne avec un handicap? Merci, monsieur le journaliste. Je vais dire toutes les mesures sociales sont les bienvenues. En l'occurrence, la mesure qui nous permet de participer au concours et d'avoir au moins une place de 5%. Tout à l'heure, il y a le RIC qui parlait de 5 ans de décalage, oui. Parce que aller à l'école pour la personne handicapée, c'est la croix et la bannière. L'handicap peut venir tardivement. L'handicap peut venir après. Et s'adapter aux conditions d'études est parfois difficile. Donc, cette mesure sociale est la bienvenue. Et, bon, il y a toujours un bémol autour parce que c'est un verrou qu'on pouvait sauter. Parce qu'on pouvait sauter ce verrou. On verra très bien. Je vous donnerai la parole tout à l'heure pour parler de ce bémol-là. Je vois que ça vous tient vraiment à cœur. Eric, je pouvais également ajouter que au moins la carte de l'égalité des chances qui a été insérée par le président Talon ou qui a été admis
À quoi servirait-elle? Oui, cette carte de l'égalité des chances permet de reconnaître et de différencier la personne handicapée. Et nous souhaitons bien que les comités qui sont en train d'être mis en place, que les personnes handicapées ou la fédération soient associées. Parce que bientôt, il y aura certainement dans les départements des commissions qui seront installées. Il y aura des dossiers qui seront fournis. Maintenant, si on fournit les dossiers et qu'il y a un raté à ce niveau, oui, bon, ça c'est question administrative, c'est lié à toute personne, hein. Sûr, même ceux qui ne vivent pas avec un handicap. Il y en a qui déposent des demandes de passeport et qui ne les établissent que 6 mois ou 7 mois, 8 mois parfois après. Ça c'est un autre problème. Oui, Eric, les conditions, comment vous les analysez? Bon, moi je trouve que les mesures, autant que citées, elles sont importantes les unes que les autres. Aussi, il faut voir que ce n'est pas de la pitié et ce n'est pas une faveur. C'est de la responsabilité d'un État de veiller sur l'ensemble de ses concitoyens. Un handicap n'est pas un choix. On ne choisit pas d'être, voilà, et puis demain on se dit, bon, je préfère aller, mais je préfère devenir ceci. Non, ce sont des situations qui arrivent. Et quand on est dans une organisation, dans une société, l'État ne peut pas fermer les yeux sur la difficulté de ces personnes à pouvoir vivre comme un citoyen entier. Et c'est là que nous sommes en train de rattraper véritablement ce coup. Quand moi je lis une mesure qui permet à la facilité d'accès de ces personnes, je porte un handicap. Est-ce que je n'ai pas le droit d'aller dans une salle de cinéma, de jouir de ce moment, un peu comme les autres citoyens de ce pays? Bien sûr que j'ai ce droit. Aujourd'hui, il y a une mesure qui me permet justement d'y avoir accès. Oui, parce que quand vous voyez ces édifices, on n'intègre pas des accès qui puissent permettre à ces personnes de pouvoir circuler, de pouvoir avoir accès à ces édifices facilement. Aujourd'hui, la mesure étant prise, donc fait obligation certainement à des structures qui vont à l'avenir construire ces édifices de pouvoir prévoir des rampes d'accès pour ces personnes. Ailleurs, c'est des questions qu'on a réglées. Hein. Vous voyez, dans le transport public, il y a toujours une entrée qui est réservée pour les personnes handicap. À l'école, à l'université, il y a des accès qui sont faciles. Nous sommes encore en train de traîner cela. Et donc, ces mesures je vois en Afrique les personnes entre griffes n'ont profiter de ces issues. De quelle façon? De ces issues réservées aux personnes handicapées, parce que là-bas ce serait un peu plus free. Alors que les personnes normales. Quand on a fini de dire tout ça, je pense que le défi de prendre les mesures est relevé. Maintenant, il faut les appliquer. Et comme je le disais, il faut pouvoir maintenant compter sur des hommes comme vous et moi, dans l'administration, les cadres, n'est-ce pas, pour sa mise en application au niveau de chaque instance où on doit pouvoir assurer la mise en œuvre de ces applications. Il faut que chaque citoyen puisse intégrer le fait que nous avons affaire à des citoyens comme nous et que c'est de notre devoir véritablement de jouer notre rôle. Oui, quels sont les bémols que vous voulez soulever? Tout à l'heure, je parlais des 5 ans de plus. On pouvait sauter ce verrou-là et dire que même à n'importe quel âge donné, dis donc, on pouvait participer. Vous n'avez pas toutes vos facultés à 30 ans comme à 90 ans. Non, quand même. Il faut voir le problème de la retraite qui se pose. Déjà, à 55 ans ou à 60 ans. L'État vous remercie. Mais il y a quand même les cotisations à la caisse pour jouir de sa retraite. Mais il faut faire au moins 15 ans de versement de cotisation avant de jouir correctement de sa retraite. Et si ce verrou ne se saute pas et qu'à 45 ans, la personne se fait recruter, il va faire combien d'années? Parlons également des 10% qui ont été réservés. Par exemple, pour l'entrée pour les concours. Les concours, c'est 5% à ce niveau. C'est 5%. C'est déjà quand même une avancée. Mais on pouvait faire plus, mieux. Maintenant, on aurait les 50%. Bon, pourquoi pas 10%? Pourquoi pas 10%? Je parlais tout à l'heure des 10% qui, pour les salles culturelles. Les salles culturelles ou les transports en commun. Mais l'État n'a pas de véhicule public. C'est le secteur privé qui a des véhicules. Mais si tu dois quitter Cotonou pour Parakou et tu dois payer 7 000, et qu'on dit l'État te paye 10%, celui qui trouve 7 000, celui qui trouve 6 000
peut déjà trouver 7 000. Pourquoi pas payer 50%? Mais c'est quand même déjà quelque chose, non? C'est une avancée. 10%, vous prenez 6 000, vous prenez 7 000, vous ne pouvez pas imaginer ce que 10% peut représenter. Alors peut-être à une échelle supérieure, vous allez remarquer ce que c'est que 10%. C'est pour cela que nous remercions le chef de l'État. Tout à fait. Et remercions le chef de l'État. C'est quand même une avancée. Vous pouvez déjeuner ou faire votre petit déjeuner en cours de route. Ça pourrait vous permettre quand même de vous soulager un peu, non? Bien sûr. Mais parlons également de l'employabilité. L'État aujourd'hui organise combien de concours? C'est le secteur privé. Et qu'est-ce qu'on devrait faire à ce niveau? À ce niveau, on devait forcer la main et nous dit, parce que le secteur privé, le chef de son entreprise, c'est une valeur à gagner. Mais s'il dit, aujourd'hui, je n'ai pas besoin de ce soutien du patronat, et que je ne veux pas prendre, il ne prendra pas. C'est de lui forcer la main. Oui, mais il a quelques avantages qui lui permettent quand même de l'intéresser à vous recruter. Il a le choix de l'accepter ou de mais c'est le patron de son entreprise. On va lui faire obligation. Bien sûr. Oui. Mais, au fait, en Côte d'Ivoire, tout près de nous, c'était une exigence. Quand on demandait, la Côte d'Ivoire a demandé, dans toutes les entreprises qui ont 40, par exemple, employés, parmi les 40, il faut forcément 5 personnes handicapées. Dans ces 40, c'est quand même, si déjà chaque entreprise peut recruter 5, nous n'en serons pas là aujourd'hui. Est-ce que vous avez les compétences sont autant disponibles que ça? Oui, Eric, vous voulez réagir? Justement, c'est cet exemple que notre ami donne. Si vous imaginez un handicap qui doit quitter justement Cotonou pour Parakou, il va emprunter un transport. Nous savons que c'est le secteur privé qui gère ça. Et nous savons que ces bus n'ont pas des accès qui sont favorables à des personnes handicapées. Et je pense qu'il faut saluer une mesure qui permet à ce que le privé aussi peut s'intéresser en réinvestissant dans des bus adaptés à des personnes handicapées. Mais il y a des personnes qui sont dédiées, moi j'ai vu plusieurs fois, des handicapés visuels, des handicapés moteurs. On ne peut pas toujours compter sur l'aide. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde qui a évolué et nous avons des bus qui offrent vraiment des accès accessibles à des personnes handicapées. Je pense qu'il y a une mesure douanière qui offre la possibilité à un privé qui veut faire de l'acquisition de ces moyens de transport adaptés. Est-ce que vous gardez espoir? C'est vrai que Franck a fait quelques réserves concernant la gestion de la suite. Connaît ce que valent les lois, mais on peut toujours garder espoir, non, David? Bien sûr, on peut garder espoir. Parce que comptant sur la volonté manifeste du chef de l'État, Patrice Talon, c'est quand même un début. Et je crois, il a dit le 31 décembre passé, et à chaque conseil des ministres, je suis attentif. Conseil des ministres, je suis attentif. Je vois qu'il a joué l'acte à la parole. C'est ça. C'est un président pragmatique. C'est un président de parole. Et c'est sous sa mandature que cette loi a été prise, a été votée à l'Assemblée nationale. C'est également sous sa mandature que les décrets ont été pris. Donc, je suis sûr et certain que c'est pour bientôt. Il va y veiller, parce qu'il a dit aussi le 31 décembre dernier qu'il va veiller. Parce que, et je me dis, il ne peut pas être partout à la fois, mais il aura il faudrait forcément que les autres regarder ministères et directions et personnes privées. Une société inclusive ne dépend pas seulement de l'État, mais de tous les citoyens. Tout à fait, oui. Allez les gars, on va changer de sujet, non? On va parler, c'est parce que ça vous intéresse. Je ne sais pas si vous avez remarqué, Eric Gaba, ces évasions au niveau des prisons du Bénin, des cas qui se répètent maintenant, j'ai l'impression que la série américaine s'est transposée carrément au Bénin. Prison Break. Oui. Ben écoutez, c'est assez dommage de le constater, mais ce n'est pas que l'apanage du Bénin, c'est dans presque toutes les prisons, dans tous les pays, c'est des choses qui arrivent. Mais la question est de savoir quelles sont les dispositions que l'agence pénitentiaire du Bénin prend pour pouvoir
corriger cette situation. Parce qu'en réalité, cela ne donne pas une bonne image du pays, cela ne donne pas une bonne image du secteur judiciaire d'abord, cela ne donne pas une bonne image du ministère de l'Intérieur qui est chargé d'assurer la sécurité des personnes et des biens, parce que quand on parle de détenus évadés, en ne connaissant pas l'acabit de ce détenu, est-ce que ce sont des violeurs? Est-ce que ce sont des braqueurs? Est-ce que ce sont juste des personnes qui ont détourné? Parce que ceux-là qui sont normalement envoyés dans des centres de correction pour pouvoir assumer leur peine se retrouvent dans la société. Est-ce que ça augure de la sécurité de la population? Donc je pense que c'est assez dommage que nous ayons à vivre de façon séquentielle ce genre d'évasion. Donc je pense qu'il y a mal donne à l'intérieur de la population. Oui, on a déjà vu des cyberarnaqueurs opérer depuis la prison. Et là encore, c'est le personnel pénitentiaire ou en tout cas ça la veut garde. dire qu'il y a un problème, sérieux au niveau de la Voilà un pénitentiaire. problème avec la garde pénitentiaire. Alors, les quelques fois que j'ai eu l'occasion d'aller dans les maisons d'arrêt, quand d'abord je vois le mur qui est érigé, je vois ceux qui gardent, disons, la porte des prisons, je me demande comment les gens arrivent à trouver la stratégie pour filer entre les doigts des agents de sécurité. Je me pose toujours cette question. Quand ces derniers temps, on a appris qu'il y a eu évasion sur évasion, je pense que ça doit faire réfléchir. Et c'est pour corriger le tir que nous avons créé une agence, justement. Et on se rend compte que, vous savez qu'il y a eu récemment des ventes de limogeage, des gens on a déménagé pas mal de personnes. Débarquer des gens dans les prisons parce qu'on a constaté que le travail ne se faisait pas bien. Il y a lieu maintenant de s'arrêter, de marquer une pause pour faire véritablement le bilan. Est-ce que la création de cette agence nous a profité? Qu'est-ce qui ne va pas? Parce qu'un prisonnier qui s'évade, d'abord pour sa sécurité, ce n'est pas bien. Lorsqu'on vous envoie en prison, lorsqu'on envoie quelqu'un en prison, eh bien c'est d'abord pour sa sécurité. Si vous êtes en porte-à-faux avec la société, à tout moment, la société peut prendre sa revanche. C'est pourquoi on va vous garer quelque part le temps que vraiment... vous reprenez vos esprits. Vous reprenez vos esprits. Deuxièmement, c'est que nous ne sommes pas en sécurité. Comme l'a dit Ulrich, même si c'est un petit voleur de moutons qu'on relâche, il aura envie de voler si, entre-temps, la rééducation n'a pas eu lieu. Donc, c'est un problème sérieux sur lequel on doit s'attarder, réfléchir pour trouver des solutions. Eric? Bon, ça n'arrive pas qu'aux maisons d'arrêt au Bénin, vous savez. Moi, je vois plutôt des problèmes de dysfonctionnement, de fonctionnement, des failles de sécurité, peut-être aussi de complicité. Bon, et puis, quand ça arrive, cela permet également de se rendre compte qu'il y a encore des mécanismes de sécurité qu'il faut peut-être renforcer, qu'il faut forcément revoir. Et puis, si on arrive à identifier à l'intérieur des personnes qui jouent le jeu avec ces citoyens, il faut pouvoir les sanctionner véritablement et puis s'assurer qu'une maison d'arrêt reste une maison d'arrêt et non une maison de voiture. Sinon une maison de distraction. Allez, depuis quelques jours, le Canal 3 Bénin est en deuil. Ça, il faut l'avouer. Modeste d'Oliveira, un technicien section diffusion, s'en est allé et nous a lâché à l'âge de 45 ans. C'est aujourd'hui que nous l'inhumons. Ulrich, vous l'aviez bien connu, hein? J'avoue que je reste sans mots. Je veux parler, mais je ne sais pas ce qu'il faut dire. Il faut dire adieu à Modeste. Oui, c'est le mot approprié, mais vous savez, il n'y a pas de mot pour exprimer la perte de quelqu'un que vous connaissez, que vous avez côtoyé, avec qui vous discutiez. Bon, c'est un peu difficile. C'est un peu difficile. J'avoue sincèrement que je n'ai pas de mots réellement pour exprimer ce que je ressens là. Inspiré, qui sait? Moi, je n'ai pas eu le temps, je l'ai connu seulement pendant quelques mois. Et la particularité de ce monsieur d'Oliveira, je le voyais toujours calme. Souvent dans les escaliers, quand il finit d'accomplir sa tâche le matin, je le vois en train de toujours fouiller quelque chose dans son portable. Je me demandais toujours de quelle nature il est, pourquoi autant, il est si réservé, pourquoi il est si calme. Et je me rends compte que l'homme... passé ces derniers moments avec nous. Je n'ai vraiment pas eu le temps de discuter véritablement avec lui quand j'ai intégré l'équipe puisque j'ai intégré l'équipe il n'y a pas longtemps.
Et donc, je n'ai pas eu un grand rapport singulier, avec, je crois qu'avec Eric aussi. Paix à son âme. Oui, comme Franck, je retiens ses mots calmes et discrets. Et puis, il fait partie de cette équipe de diffuseurs qui permet à nos téléspectateurs de voir nos images à l'antenne. C'est un acteur de l'ombre. On ne parle pas de suffisamment, mais vous savez, une télévision, c'est certes des journalistes, mais aussi des techniciens. Voilà. Et puis, ils sont là, dans l'ombre, à travailler véritablement, d'arrache-pied, à permettre à ce que nos productions soient vues, n'est-ce pas, ici ou partout ailleurs. Nous présentons véritablement nos condoléances à sa famille, à ses proches et à ses amis. Oui, on doit avoir une grande pensée, en tout cas pour la famille et surtout pour ses enfants. C'est aujourd'hui que la famille l'accompagne en sa dernière demeure. Une équipe de Canal 3 Bénin a en tout cas fait le déplacement pour représenter l'institution là-bas. On va rester, nous qui sommes ici, de cœur avec cette équipe qui s'est déplacée de l'autre côté de Ouida. Je vais profiter en même temps pour avoir quand même quelques pensées à ces collègues-là qui nous ont devancés justement dans l'au-delà, bien avant même Modeste d'Oliveira. Nous avons déjà les deux médecins à Canal, François et plus récemment Geoffroy. Je voudrais profiter aussi pour avoir une pensée pour un confrère, Stanislas Amoua, qui hier nuit a perdu aussi son petit gamin de 4 ans. C'est un confrère d'une radio de la place, très abattu par cet événement. C'est vrai que c'est triste. Allez les gars, du courage à vous, bonne journée. Moi je vais demander à la régie de m'aider à marquer une pause, le temps peut-être de décrocher mon téléphone avec beaucoup de courage pour discuter avec le préfet du département des Collines.